Bonjour à tous. Je crois qu'on a un tout petit peu d'avance. Ce webinaire doit commencer à 11h30, mais c'est peut-être l'occasion de faire venir les retardataires, ceux qui se sont inscrits et qui ne se sont pas encore connectés. En tout cas, bienvenue pour ce nouveau webinaire des lundis du CEP. Enchanté et bienvenue, vous êtes sur le webinaire des lundis du CEP et aujourd'hui, nous recevons la médecine du travail, les services de santé au travail. On va évoquer cette thématique aujourd'hui. Bonjour à Véronique, bonjour à Sophie, à Aurélien qui se sont connectés. Vous êtes les bienvenus. Vous étiez même déjà inscrits avant 11h30, quoi, du moins déjà connectés. Et on est très heureux de vous accueillir avec Dr Malek qui se présentera juste après. En tout cas, il est 11h29, je vais pouvoir introduire tranquillement ce webinaire et faire venir, attirer les retardataires. Donc, je suis déjà Nicolas Huyot, je suis chargé du développement des partenariats pour le réseau EVA de Nouvelle-Aquitaine, le réseau EVA étant l'opérateur du conseil en évolution professionnelle pour les actifs occupés. Ce qu'on appelle les actifs occupés, c'est les salariés du secteur privé et les indépendants sur la région Nouvelle-Aquitaine. On va parler donc de la médecine du travail. On connaît tous la médecine du travail. Si on a été en activité ou si on est encore en activité, on a forcément été au moins une fois rencontré un médecin ou une infirmière dans un service de santé, ne serait-ce que par la visite d'embauche. Pour la petite histoire, mon fils, personnellement, vient de faire sa première visite d'embauche au service de santé du docteur Mallet, parce qu'il va avoir un premier job étudiant. Et donc, du coup, on connaît tous ces services par ce biais-là, au moins. Mais ça, c'est l'aspect simple. Hormis cette visite, on connaît moins tous les services qui existent lorsqu'un salarié peut faire face à une problématique de santé. Ou lorsque le salarié est face à un travail un peu pénible avec des risques pour sa santé. Que cette situation risque d'avoir des répercussions sur son emploi ou sa capacité à maintenir en emploi. Quels sont donc les rôles et les missions importants et diverses des services de prévention et de santé au travail, de la médecine du travail? C'est ce que nous allons évoquer avec Dr Aurélien Mallet de l'AHI 33. Nous finirons aussi sur le conseil en évolution professionnelle, comment le conseil en évolution professionnelle s'inscrit dans ses missions de maintien en emploi, de prévention des risques de la désinsertion professionnelle. Nous l'évoquerons en toute fin de webinaire. Nous sommes ensemble pour 1 heure, jusqu'à 12h30. N'oubliez pas que vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez sur l'onglet questions. L'onglet questions qui se trouve en bas à droite. Ne posez pas vos questions sur le chat. Le chat est l'idéal pour se dire bonjour. D'ailleurs, on voit qu'il y a de plus en plus d'inscrits, c'est très bien. Mais si vous voulez poser une question, cliquez en bas à droite sur l'onglet questions et puis posez toutes les questions que vous voudrez. Le docteur Mallet sera là pour y répondre. Sinon, les lundis du CEP, vous le savez peut-être déjà, peut-être que vous êtes des fidèles de ces webinaires bimensuels, c'est-à-dire que tous les 15 jours, tous les lundis, une fois toutes les 2 semaines, voilà, je vais y arriver, nous organisons ces webinaires en ligne, 100% gratuits bien évidemment, sur les thématiques de l'évolution professionnelle et animés par des experts de ces thématiques. Aujourd'hui, l'expert, c'est Dr Mallet. Vous pouvez sinon retrouver tous nos replays sur mon-service-cep.fr les lundis du CEP, ou sinon vous tapez sur votre barre Google lundi du CEP replay, vous tomberez dessus très facilement. Donc, j'ai déjà un peu présenté Dr Mallet. Dr Mallet, est-ce que vous voulez compléter peut-être la présentation? Et puis d'abord, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous de m'avoir invité, d'avoir invité notre service. Donc, en effet, voilà, je suis médecin du travail, je suis aussi médecin coordonnateur dans un service de santé au travail qui est assez grand. On a une centaine de médecins, une cinquantaine d'infirmières. C'est une association qui compte 350 personnes. Donc, voilà, je vais pouvoir vous expliquer un petit peu nos missions, qu'est-ce qu'on est et en quoi on peut vous aider. Parfait.
Eh ben, on commence tout de suite, donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions sur les services de prévention et de santé au travail et le maintien dans l'emploi. Le docteur Mallet va nous expliciter un peu tout ça, il va nous donner quelques acronymes aussi, mais on les explicitera tous. Et puis vous pouvez poser toutes les questions qui vous semblent utiles, pratiques. N'hésitez pas, on est là pour ça. Allez, c'est parti, docteur. Allez, Alors, l'émission du médecin du travail. voilà, donc je vais vous rappeler un petit peu parce que finalement, qu'est-ce que c'est qu'un médecin du travail? Ben, il y a beaucoup de gens qui savent pas. Déjà, c'est un médecin, c'est pas mal, un médecin spécialiste. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est soumis aux mêmes règles que les autres médecins, notamment au niveau du secret médical, au niveau du secret professionnel, de la confidentialité. Ça, c'est très, très important que vous le sachiez parce que tout ce que vous direz à un médecin du travail, il le gardera pour lui et seuls seront retraduits en termes non médicaux des demandes d'aménagement ou autres demandes à d'autres professionnels, mais sans les termes médicaux. Ça, c'est tout notre boulot finalement, c'est cette transcription et qui ne se fait qu'avec votre accord. Ça, c'est important de le savoir parce qu'il ne faut pas avoir peur de se confier à son médecin du travail. On n'est pas non plus émetteur d'inaptitude et vous enlever d'un poste, ça ne se fait jamais comme ça de façon sec. On accompagne toujours les gens et on travaille rarement contre eux, mais plutôt avec eux. Donc ça, c'est très important. Donc l'objectif de notre métier, vraiment, sinon, c'est de vérifier que l'état de santé du salarié ou du travailleur est compatible avec son poste. Ça, c'est vraiment notre cœur de métier. Hein. Vous avez un état de santé XY, est-ce que c'est compatible avec votre poste? Parce qu'on ne va pas demander les mêmes choses à quelqu'un qui est secrétaire que élagueur ou conducteur poids lourd. C'est-à-dire que les problèmes de santé n'auront pas les mêmes incidences sur la possibilité ou non de rester dans son poste de travail. Et puis après, on va aussi travailler dans le maintien en emploi parce qu'il y a le poste de travail, mais il y a l'emploi d'une façon générale. Je vais bien vous donner un petit peu la différence. Donc, on va être là pour conseiller le salarié, d'une part, décider de son suivi, quand est-ce qu'il va falloir qu'on le revoie, par qui, est-ce qu'on a besoin d'avis spécialisés, est-ce qu'on a besoin de l'envoyer vers des conseillers, etc. On va aussi conseiller l'employeur sur des améliorations qu'il va pouvoir mettre en place, adapter ou pas les postes, sachant qu'on va s'adapter aussi à l'entreprise, savoir qu'est-ce qui est possible de mettre en place ou pas. Est-ce que la personne doit continuer son métier ou pas? Voilà, tout ça, c'est des choses qu'on discute. Et puis, on va aussi, mais ça, ce n'est pas l'objectif d'aujourd'hui, mais ça va être plutôt de travailler vraiment sur la prévention primaire au sein des entreprises. Mais ça, c'est toute une autre partie de notre métier qui ne sera pas développée aujourd'hui parce que ce n'est pas pour le maintien en emploi individuel, mais bien sûr qu'on travaille beaucoup en collaboration et notamment nos équipes de prévention avec les entreprises. On travaille avec une équipe, infirmiers, assistantes sociales, psychologues. On a plein de monde autour de nous. Je vois qu'on demande des informations sur le fait d'être reconnu inapte. Oui, il y a des conditions. Oui, il y a un accompagnement. Les conditions, déjà, c'est qu'on ne met jamais inapte quelqu'un à la première fois où on le voit. Ça, c'est évident. Puisque si on a quelqu'un qui vient, notamment pendant l'arrêt maladie, on va le revoir. S'il y a un risque qu'il soit inapte, il faut qu'on aille voir. Alors, attends, j'ai un truc qui s'est mis au milieu là, je ne sais plus comment ça s'enlève. Ah, non, laissez Aurélia, c'est la question que je mets accessible à tous. D'accord, ok. Donc, après, merci, c'est bon, donc je touche pas. Donc, si vous voulez, il va falloir qu'on rencontre l'employeur, qu'on ait un échange, qu'on voit avec le salarié, est-ce que c'est une aptitude à son poste, mais est-ce qu'il pourrait être apte à un autre poste dans l'entreprise ou dans une autre entreprise, mais au même métier? Est-ce qu'il faut qu'il change de métier? Donc, vous voyez, il y a beaucoup, beaucoup d'accompagnements qui se font avant une inaptitude, sachant que les inaptitudes en plus, une inaptitude, ça peut conduire à un licenciement pour inaptitude. Donc, forcément qu'on travaille avant d'en arriver à ce niveau-là. On le reprendra un petit peu après là, pour la question la personne qui a posé la question. Et j'arrive plus à passer là, monsieur. Je le passe sinon. Voilà. On parlait de l'équipe pluridisciplinaire. Voilà, donc l'équipe, voilà, on a une équipe qui est autour de nous. C'est important de le savoir puisque vous pouvez avoir différents interlocuteurs. On a donc il y a le médecin forcément, qui a une infirmière en santé au travail que vous pouvez être amené à voir en visite au cours des visites d'embauche périodiques et aussi de reprise et aussi en occasionnel, en suivi avec nous. On travaille beaucoup en infirmière
aussi pour ce suivi-là. Elle peut aussi vous accompagner sur votre poste de travail. Elle sera là pour les études de poste, pour les aménagements, pour le suivi des aménagements qu'on peut préconiser. Donc, l'infirmière, c'est vraiment nos yeux, nos oreilles et nos suivis pour les salariés. On a des assistantes en santé au travail aussi, des intervenants en prévention, c'est-à-dire des ergonomes, des toxicologues, des psychologues, des assistantes sociales, tout un tas de monde qui nous aide et bien sûr tout l'aspect technique qu'il y a autour de cette équipe-là. Et Donc, finalement, docteur, oui, juste une question. Bien évidemment, tout ça sera le même, il y aura les mêmes services dans tous les services de santé au oui, travail partout en France, hein. On n'est pas voilà. uniquement sur celui de la Gironde, parce que nos participants ne sont pas tous de la Gironde. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est ce que je vous présente au niveau des équipes de services de santé au travail, c'est pour les services interentreprises. Il y a 2 styles de services. Donc, si ça se trouve, j'ai plein de choses qui se mettent. Si ça se trouve, j'ai plusieurs personnes qui m'écoutent. Donc, une entreprise a l'obligation d'avoir un médecin du travail. OK, ça, c'est une obligation. Chaque personne qui a un contrat de travail a l'obligation de voir un médecin du travail, que ça soit la fonction publique, le MSA, la MSA, la CPAM, le privé, etc., etc. Même EDF, même le SNCF, même tout ça. OK. Ça, c'est tout le monde. Après, il y a différents types de services de santé au travail. Pour les entreprises plus petites, je crois que c'est moins de 500 salariés, je crois, je ne sais plus, elles ont l'obligation d'adhérer à un service de santé au travail comme nous. Donc, ce sont des associations dans lesquelles les entreprises cotisent, comme le même titre que les mutuelles, etc. Et il y a des médecins du travail qui vont suivre les salariés. Et puis, il y a des entreprises plus grosses, peut-être que c'est le cas quelque part chez vous là, où il y a des médecins qui sont salariés des entreprises, c'est ce qu'on appelle les services autonomes. Et là, directement, le médecin donc, va suivre uniquement les salariés de sa même entreprise à lui. Donc là, quand j'ai mis toute l'équipe IPRP, souvent, elle est aussi salariée de l'entreprise, mais fonctionne un petit peu différemment. Mais on a la même chose. Et la fonction publique aussi, souvent, c'est des médecins qui sont comme à l'hôpital ou fonction publique d'État, etc. C'est des médecins du travail qui sont suivis, qui sont salariés, qui sont comme eux de la même entreprise et qui vont les suivre. Donc, je vous dirai tout à l'heure, des fois, si ce que je vous dis n'est que pour le public ou pas, on verra à ce moment-là. OK ? Voilà. S'il n'y a plus de médecin, je vois dans un service, peut-on se rapprocher d'un généraliste ? Allez, alors, vous, non. Le salarié, non. Le travailleur, non. Il faut espérer qu'il y ait des médecins encore dans les services de santé, mais c'est vrai qu'il y a quelques endroits qui sont un petit peu en pénurie de médecins du travail, mais c'est à votre employeur de faire en sorte qu'il ait un médecin du travail et c'est à l'employeur de voir comment il peut faire. Il y a des conventions des fois avec des médecins généralistes, mais en aucun cas, un généraliste ne peut remplacer un médecin du travail, notamment dans les préconisations qu'on peut donner à l'employeur, dans l'avis d'aptitude, etc. Ça, c'est pas possible. Et un salarié n'a pas le choix de son médecin du travail. Donc, il ne peut pas aller voir un autre médecin du travail. Et il y a Manon, médecin, excusez-moi, docteur, je vous en il y prie. a, il y a Manon qui posait aussi la question des travailleurs indépendants. Ah Ils oui, peuvent alors je vous donne la rencontrer. suite. Alors oui, en effet, n'importe quel travailleur indépendant peut se rapprocher d'un service de santé au travail pour venir voir un médecin du travail. Il n'y a aucun souci. Donc, vous avez 2 types de travailleurs indépendants. Vous avez le travailleur indépendant, entre guillemets, qui est gérant et qui a, lui, déjà des salariés. Donc, ça veut dire qu'il adhère déjà dans un service de santé au travail pour ses salariés. Et il peut très bien, lui, demander aussi à ce qu'on a fait, à s'inscrire lui aussi dans l'entreprise et avoir un médecin du travail sans aucun problème. Et vous avez les salariés indépendants qui n'ont pas d'autres salariés. Souvent, ça va être des cotisations spécifiques qui sont moins importantes d'ailleurs. Il se rapproche d'un service de santé au travail et il pourra tout à fait avoir accès à un médecin du travail et à tous les conseils qu'il pourra lui donner. Parfait. Bon, on retourne sur notre fil, Oui, qui mais est il y a le pas de maintien souci, d'emploi. voilà, le maintien d'emploi. Donc finalement, qu'est-ce que c'est? Parce qu'on entend beaucoup parler du maintien dans l'emploi. Bon, ça fait des décennies qu'on fait du maintien dans l'emploi, hein. On a l'impression qu'on découvre le mot, mais en fait, pas du tout. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on fait depuis longtemps. Donc, le maintien dans l'emploi, c'est global. C'est-à-dire que c'est le maintien au poste ou le maintien en métier ou le maintien en emploi dans un autre métier si besoin. Donc, vous voyez, on accompagne tous les salariés dans toutes ces phases-là de difficultés rencontrées. Donc, finalement, le maintien dans l'emploi, c'est quand on a un problème de santé qui peut être d'origine professionnelle ou non. Nous, finalement, l'origine va nous importer peu. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a un problème de santé et est-ce que la personne peut continuer à travailler ou pas, tout simplement.
Donc, ça va être ce qu'on appelle une démarche d'anticipation, parce que c'est pas une fois qu'on peut plus du tout bosser ou que l'état de santé est complètement altéré ou qu'il va falloir se poser la question de qu'est-ce que je vais faire si j'arrive pas à faire mon métier. Donc, l'idée, c'est de se dire, j'ai un problème de santé. Est-ce que ce problème de santé va m'empêcher à terme de pouvoir continuer mon métier? Et si c'est le cas, c'est se rapprocher le plus rapidement du médecin du travail pour voir, et on va voir quel dispositif on peut mettre en place pour pouvoir justement anticiper ce problème et peut-être partir sur une autre orientation professionnelle qui sera compatible avec ce problème de santé. Parce qu'un problème de santé dans une entreprise, c'est pour le salarié un risque d'inaptitude, un risque d'exclusion professionnelle, un risque de désinsertion professionnelle, ce qu'on veut éviter au maximum. Et pour l'entreprise, c'est pas intéressant non plus. C'est ça qui est important de se dire. Un employeur, pour lui, c'est pas intéressant d'avoir un salarié inapte parce que c'est un licenciement pour inaptitude avec une perte d'une personne qu'il n'avait pas spécialement envie de perdre, une perte de compétences qui part. Enfin, c'est tout un tas de choses qui fait que c'est pas intéressant non plus. Donc, l'objectif vraiment, c'est de pouvoir se dire ce qu'il faut surtout, voilà, c'est le maintien, c'est vraiment permettre un maintien au poste, le mieux dans son poste ou dans l'entreprise. Si on ne peut pas anticiper une reconversion professionnelle et partir sur une construction d'un nouveau projet professionnel. L'idée, en fait, c'est d'éviter le pôle emploi, quoi, en gros. Hein. Vraiment, voilà. Éviter le chômage. Éviter la désinsertion professionnelle, parce que qui dit désinsertion professionnelle dit des fois désinsertion socio-professionnelle. Hein. La perte d'emploi, c'est une perte sociale, on a une escalade de choses terribles qui peuvent arriver. Donc, l'idée, c'est qu'il existe en France beaucoup de choses pour qu'on évite justement cette désinsertion professionnelle et il faut s'en servir. Mais finalement, c'est qui? Qui c'est qui va pouvoir aider? On a perdu Dr Mallet. Je ne sais pas si elle va pouvoir se reconnecter assez rapidement. En attendant, j'ai bien vu la question de Geoffrey qui demandait si on peut mettre inapte un salarié pendant son arrêt de travail, avant la fin d'un arrêt. On y répondra juste après avec le Dr Mallet qui évoquera l'inaptitude. En attendant, elle évoquait donc le maintien dans l'emploi, c'est qui? Je peux un peu compléter à la place du docteur Mallet pour évoquer le fait que le maintien dans l'emploi, c'est plusieurs acteurs qui vont se coordonner. Forcément, les services de prévention de santé au travail, donc les services de santé, la médecine du travail, va travailler avec l'employeur, va travailler avec l'assurance maladie, l'assurance sociale, la CARSAT, avec les assistantes sociales de la CARSAT, qui sont les assistantes sociales des travailleurs, avec des acteurs du soin au quotidien. Donc, parfois, on peut rencontrer, du moins, ils vont travailler avec le médecin généraliste, le médecin de famille. Et puis, surtout, ils vont travailler avec des opérateurs spécialisés de l'évolution professionnelle, comme nous sommes, nous, le réseau EVA, mais aussi Cap Emploi, que j'évoquerai pour vous expliquer la coordination et les spécificités entre le Cap Emploi et le réseau EVA, la GFIP pour la reconnaissance du travailleur handicapé ou pour l'aide plutôt et l'accompagnement des salariés ayant en situation de handicap, la MDPH, que vous connaissez peut-être aussi, qui est la maison, du moins le service qui va procéder à la reconnaissance de travailleurs handicapés. Voilà, c'est une myriade de partenaires qui se coordonnent, qui se connaissent très bien et qui vont pouvoir agir pour soutenir la prévention et le maintien dans l'emploi. Je regarde un petit texto pour voir si ce n'est pas Dr Mallet. Problème de connexion, ça va repartir. Ouf, elle revient. Ça sera encore mieux avec Dr Mallet, bien évidemment. Et puis enfin,
Elle l'a déjà évoqué en filigrane, mais comment on peut finir ce travail de coordination, ce travail que va effectuer le salarié qui pourrait rencontrer des problématiques de santé et qui a besoin de travailler un nouveau projet professionnel, et ben, elle va travailler avec les acteurs que je vous ai cités tout à l'heure, à un maintien en poste, peut-être, en travaillant avec l'entreprise pour adapter le poste aux problématiques de santé du salarié ou au handicap du salarié. À un autre poste, là, on parlera de reclassement au sein de l'entreprise. Donc, tout ça est évalué avec l'entreprise afin de permettre à un salarié de le maintenir en emploi. Sinon, il y a possibilité d'avoir un reclassement externe, c'est-à-dire envisager que le salarié puisse poursuivre son parcours professionnel ailleurs. Il pourrait peut-être envisager de travailler sur un même poste. Ah! Docteur Mallet. Excusez-moi, j'ai eu un problème. Alors, vous en êtes où? Ah non, j'ai évoqué tous les acteurs qui, Ah voilà, vous travaillent avez avec bien fait. vous. Voilà. Exactement. Après, si vous voulez compléter, n'hésitez pas, hein, j'ai sûrement pas été aussi expert que vous. Mais en tout cas, j'ai expliqué qu'il y avait donc, des acteurs avec qui vous travaillez pour soutenir un salarié dans le maintien en emploi ou dans l'emploi. Et puis j'en étais, au fait que, il va y D'accord. avoir OK, bah, je vais reprendre. Alors, différents merci objectifs. beaucoup. Bah, Excusez-moi. de rien, il y a c'est Voilà, pas de donc ça, mal. c'est toutes les personnes, voilà, que l'on peut solliciter autour de nous. Donc, on va le reprendre ça au fur et à mesure. On va pouvoir, voilà. Je vois aussi un médecin peut-il mettre INAP en reparlant d'inaptitude? C'est toujours des questions qui vous font un peu peur. Pendant un arrêt de travail, non, pas pendant un arrêt de travail. Pas avant la fin de l'arrêt de travail non plus. L'arrêt de travail, c'est une suspension de contrat de travail. D'accord? Donc, pendant une suspension de contrat de travail, on ne peut pas donner un avis d'inaptitude. On ne pourra le remettre qu'à la reprise effective du travail avec une visite de reprise qui met fin à la suspension de contrat de travail. Et en plus, on met voilà, pour mettre inapte, il faut, comme je vous expliquais, il faut avoir fait quand même tout un tas de choses. Donc, on ne met pas inapte quelqu'un pendant un arrêt maladie. Alors, du coup, ça peut finir comment? En effet, donc l'objectif, c'est vraiment au même poste, soit dans une entreprise. Malheureusement, le licenciement pour inaptitude, ce qui est bien, c'est quand on a pu anticiper justement ce que j'expliquais, le fait de changer de métier, etc., et ben on va pouvoir reprendre dans une autre entreprise sur un poste aménagé ou pas avant de passer par la case recherche d'emploi. Il y a des fois, on va être en milieu protégé quand il y a des gros problèmes de santé. Et puis, malheureusement, des fois, le problème de santé arrive à une incapacité totale de travail. C'est l'invalidité, c'est l'incapacité, c'est la désinsertion professionnelle. Mais ça, c'est vraiment, faut espérer qu'on n'en arrive pas là. Et le but du jeu, c'est de ne pas arriver sur tout ce qui est à droite de votre écran. Donc, quels sont les dispositifs finalement qu'on va pouvoir solliciter pour tout ça? Comment on va pouvoir vous accompagner? Voilà. Il y a différentes choses qui vont pouvoir se passer, que ça soit pendant l'arrêt de travail, parce qu'on peut faire des choses, pardon, on n'est pas inapte, mais on peut faire beaucoup de choses pendant l'arrêt maladie et des choses qu'on peut faire aussi avant l'arrêt maladie. Vous voyez, il y a vraiment toutes ces problématiques-là. Malheureusement, souvent, on ne fait pas assez de choses avant l'arrêt maladie, puisque ça va être l'arrêt maladie qui va être le déclencheur de se dire, mince, j'ai un pépin, je ne vais pas y arriver. L'idée, c'est de pas en arriver là, mais souvent on y va là. Donc, ce qu'il faut savoir, et ça va avec la question, tiens, qui est posée par Émilie, l'employeur peut-il voir directement avec le médecin du travail organiser une reprise sans l'avis positif du médecin traitant? Ça va être une question autre. D'abord, on va regarder ce que l'employeur peut faire pendant l'arrêt maladie. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, l'employeur ne pouvait pas faire grand-chose pendant un arrêt maladie puisque justement le salarié était justement sous suspension de contrat de travail. Donc, on le faisait officieusement, on arrivait à avoir des gens au téléphone, des fois les gens appelaient leur employeur, on leur disait vous pouvez aller voir le médecin du travail pendant l'arrêt, mais rien n'était clair. Il a été mis en place ce qu'on appelle le rendez-vous de liaison, que l'employeur peut organiser, ainsi que le salarié s'il le souhaite, dès que le salarié a plus de 30 jours d'arrêt maladie. L'employeur peut envoyer une proposition de rendez-vous au salarié pendant son arrêt maladie pour pouvoir le rencontrer. Il y associe le médecin du travail qui peut ou pas venir, ou qui viendra, ou quelqu'un d'autre de son équipe. Et ce rendez-vous a pour objectif, finalement, de informer le salarié des dispositifs qui existent pendant son arrêt maladie pour préparer le retour à l'emploi. C'est-à-dire qu'il va pouvoir lui parler de tout ce que je vais vous parler après.
C'est-à-dire tout ce qu'un salarié peut faire pendant son arrêt pour justement pouvoir anticiper la reprise. Donc, à la réponse aussi, le médecin peut-il organiser sans l'avis positif du médecin traitant? C'est compliqué. Tant que le médecin traitant fournit un arrêt maladie, l'employeur ne va pas solliciter de visite de reprise. Ça va être compliqué. Par contre, dès que l'employeur n'a plus d'arrêt maladie fourni par le salarié de son médecin traitant, il va solliciter une visite de reprise auprès du médecin du travail. Alors, c'est arrivé qu'il y ait des fois des visites de reprise qui soient sollicitées alors qu'il y a eu une prolongation d'arrêt. Et ça veut dire à ce moment-là que l'employeur n'a pas été au courant qu'il y avait une prolongation d'arrêt ou qu'il y a eu les courriers se sont ébauchés, etc. D'accord ? Mais normalement, un employeur doit solliciter une visite de reprise lorsqu'il n'a connaissance qu'il n'y a plus d'arrêt maladie en cours. Des fois, c'est le problème des prolongations qui arrivent au dernier moment, etc. Si on fait une visite de reprise alors que le salarié est en arrêt et que nous, on n'est pas au courant, qu'il y a eu une demande de l'employeur, elle mettra fin en effet à la suspension de contrat de travail et l'avis pourra être effectif. Mais, encore une fois, il y a beaucoup de jurisprudence à ce sujet-là. Un salarié qui est en arrêt est quand même un salarié qui est pas mal protégé. Ça, c'est certain. Après, je ne vais pas pouvoir faire toutes les jurisprudences aujourd'hui parce que ça va être un petit peu compliqué de tout vous accepter. Et tout ce que je vous dis là, ce n'est pas pour la fonction publique. Parce que la fonction publique, l'avis du médecin du travail a moins d'importance juridique que dans les salariés du privé. Donc, un petit peu de nuance sur la fonction publique. Par contre, si jamais il y a des travailleurs de la fonction publique. Voilà. On continue. Donc, oui, on continue. Allez. Un salarié, pendant son arrêt maladie, c'est très important, il a le droit de voir le médecin du travail et on l'y encourage. Ce n'est pas parce qu'il vient nous voir qu'il va reprendre le boulot tout de suite. Ce n'est pas parce qu'il vient nous voir qu'il est en capacité de reprendre tout de suite. Par contre, il vient nous voir en disant, comme ça l'avantage, on connaîtra les problèmes de santé, on peut anticiper de se dire, oh là là, la reprise va être difficile, ou il va falloir qu'on aménage le poste, ou il a besoin de formation pendant l'arrêt maladie, on va en parler. Et tout ça, ça s'anticipe. Si on voit les salariés au bout de 2 ans d'arrêt, alors qu'il y a une fin d'indemnité journalière, il n'a plus droit d'être en arrêt, etc., c'est trop tard. On ne peut plus mettre tous ces dispositifs en route qui prennent du temps. Donc, plus on verra tôt les gens qui sont en arrêt maladie pour anticiper la reprise, mieux ça sera pour tout le monde. Ça, c'est très important. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le médecin du travail, après, il peut être en lien avec le médecin traitant, les spécialistes, les partenaires, le conseiller à niveau de plan professionnel, Cap Emploi, les médecins conseillers de la sécurité sociale, les services sociaux de la CARSAT. Il y a plein de gens qu'on peut solliciter. Mais s'il n'y a plus d'indemnité journalière, si la personne n'a plus le droit d'être en arrêt, ça sera trop tard. On ne pourra plus mettre en place tout ça. Donc ça, c'est très, très, très important. Suis-je obligée de retourner au travail, même si je me sens inapte et que je suis suivie par mon médecin? Oui. Seul le médecin… Non, déjà, si vous êtes en arrêt, vous n'êtes pas obligé de revenir au travail. Mais s'il n'y a plus d'arrêt maladie, vous sentez que vous ne pouvez pas reprendre et que le médecin conseil dit, par exemple, on arrête les indemnités, il n'y a que le médecin du travail qui peut se prononcer sur la compatibilité du poste de travail et de l'état de santé. C'est que l'avis du médecin du travail qui est recevable. Tous les certificats que vous pourrez faire de votre médecin traitant, genre le médecin traitant, le salarié doit reprendre à temps partiel, le salarié doit avoir un aménagement, le salarié ne doit pas porter de poids, etc. Ça n'a aucune valeur légale. Seul le médecin du travail peut donner des préconisations à l'employeur. Et non, le médecin du travail ne parle pas de l'état de santé du salarié avec l'employeur. Ce que je vous disais en préambule, c'est qu'il y a un état de santé et notre boulot à nous en tant que spécialistes, c'est de décrypter, c'est-à-dire de transformer la problématique de santé en préconisation. Ce qui n'est pas toujours facile, hein. C'est quelque chose qui est assez difficile. Alors, quand c'est un problème physique, c'est assez facile, hein. C'est-à-dire que si l'employeur vous voit arriver avec une jambe à moitié en deux ou une épaule, il va savoir quel est le problème de santé. Donc là, c'est assez facile pour nous de dire, il y a un problème d'épaule. Pour tout ce qui est problème psy, dépression ou pathologie psychiatrique, on ne donnera jamais un diagnostic à l'employeur. Par contre, on va lui dire besoin d'aménagement du temps de travail, besoin d'aménager, pas de contact client, pas etc. Voilà. Donc, on va retranscrire les problèmes de santé. Attendez,
Attendez Aurélia, je suis désolé, je vais arrêter. Geoffrey, Émilie, puis là je vois que Cathy écrit. Vous êtes sur le chat pour remettre du cadre et de l'organisation parce qu'il y a d'autres questions. Ah, mais j'étais pas Pouvez-vous sur les questions en cliquer plus. exactement? Pouvez-vous cliquer sur l'onglet questions? Cathy, vous êtes en train d'écrire. Allez sur l'onglet questions. On va reprendre dans le sens des onglets questions. Je laissais bien sûr Docteur Mallet répondre aux dernières questions, mais là on va revenir sur l'onglet questions, s'il vous plaît. Merci. Allez-y Aurélia, excusez-moi. Ah, merci. Ben, excusez-moi, c'est moi, j'étais sur le chat en plus, j'ai pas fait gaffe que je répondais pas. Pour l'instant, j'ai répondu à toutes les questions-là, puis si j'en ai oublié, de toute façon, il n'y a pas de souci. Donc voilà, Moi, je donc veille. voilà. Je veille et je vous Seul les le reposerai. médecin, l'employeur, il doit suivre les préconisations que du médecin du travail. Il n'a pas à suivre les préconisations d'un autre professionnel de santé. Voilà. Ça, c'est une chose, c'est sûr. Voilà. Donc, la visite de pré-reprise, elle est hyper importante. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un salarié qui vient nous voir pendant l'arrêt maladie, s'il ne le veut pas, on ne le dira jamais à l'employeur. Ça nous arrive de voir des gens en arrêt maladie, ils viennent nous voir parce qu'ils ne sont pas encore prêts, mais on prépare le retour. Souvent, c'est quand tu as pu avoir des problèmes de conflit, de harcèlement, de choses comme ça, ou psychologiquement, ça ne va pas, c'est bizarre, ça ne va pas, c'est compliqué, etc. On va le voir. S'il ne veut pas, on ne verra pas l'employeur et il ne sera pas au courant de cette visite. C'est un peu comme un salarié finalement, parce qu'on le fait de façon officieuse. Vous n'êtes pas en arrêt, vous travaillez. Vous avez envie de voir le médecin du travail parce que ça ne se passe pas très bien, etc. Vous pouvez solliciter une visite avec le médecin du travail. Et si vous ne voulez pas que l'employeur soit au courant, vous le prenez en dehors de votre temps de travail. Vous dites bien à la secrétaire, j'aimerais voir le médecin du travail. Et quand il y a une demande, nous, on n'envoie pas systématique, on n'envoie pas la convocation à l'employeur. Donc, on vous verra aussi en toute confidentialité. Et on y reviendra vers votre employeur. Et ça, c'est valable partout. Hein. Voilà. Si vous dites au médecin, je ne veux pas que mon employeur sache qu'on s'est vu aujourd'hui, etc. Alors, si vous êtes en arrêt, c'est sûr qu'on ne le fera pas. Et si vous n'êtes pas en arrêt, je ne connais pas de médecins du travail qui vont dire si, je vais quand même lui en parler, vous inquiétez pas. Ça, c'est sûr. D'accord? C'est ce qu'on appelle le lien de confiance. Par contre, venez en dehors de votre temps de travail pour que vous n'ayez pas à justifier d'une absence à ce moment-là auprès de votre employeur, parce que là, ça va être un petit peu plus compliqué. OK pour tout le monde, j'espère. On y reviendra. Est-ce qu'on en profite rapidement? Emmanuel Simon qui nous demande si la visite de reprise a lieu avant ou à la fin de l'arrêt, après ou avant la fin de l'arrêt. Elle doit avoir lieu dans les 8 jours qui suivent la reprise du travail. Donc, jamais avant. Parfait. Et dans les 8 jours qui suivent la reprise effective du travail. C'est-à-dire que si vous partez en formation ou vous reprenez, vous partez 2 semaines en congé payé, on vous verra à la fin des congés payés parce qu'on vous verra à la reprise effective du travail. Mais elle est dans les 8 jours de la reprise effective du travail, toujours. Parfait, on continue. Voilà. Et puis, je n'oublie pas les questions de Marie-Agnès et de PBBR. Allez-y, docteur. Donc, le maintien au poste, qu'est-ce que c'est finalement? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Seul le médecin du travail peut mettre des préconisations et on peut maintenir en poste avec des aménagements de type organisationnel, avec du matériel adapté. Donc, souvent, on dit aux salariés, s'ils ont des gros problèmes de santé ou même des petits problèmes, on a besoin de matériel qui coûte cher pour vous maintenir. On va faire une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé qui va permettre d'avoir des subventions financières pour pouvoir aider l'employeur à payer. S'il n'y a pas de reconnaissance, on a toute l'équipe du médecin du travail derrière. C'est plus compliqué pour l'achat de matériel. Donc, souvent, on va faire basculer les gens en RQTH pour avoir ces subventions de la GFIP. Mais l'aménagement de poste, c'est à la fois physique et à la fois organisationnel dans le temps de travail, on va le voir avec le temps partiel thérapeutique, mais aussi organisationnel. On est là pour conseiller l'employeur. Des fois, il y a des gens qui ne vont pas pouvoir conduire pendant 3 mois, donc il faut aménager le poste pendant 3 mois. Un aménagement, il peut être temporaire ou définitif, mais il peut être temporaire aussi. Vous venez de vous faire opérer, pendant 3-4 mois, vous ne pouvez pas porter de charge, ou pendant 3-4 mois, vous ne pouvez pas conduire parce qu'il y a besoin d'un télétravail, ou vous ne pouvez pas conduire et du coup, vous êtes commercial. On peut discuter avec l'employeur d'un aménagement temporaire par rapport à votre… voilà. Si l'employeur, il a l'obligation de prendre connaissance, il a l'obligation de nous répondre. Il peut dire, ce n'est pas possible, il le justifie, mais il doit le justifier. D'accord? Il faut savoir que souvent, on a discuté avec l'employeur avant, on ne va pas lui demander des choses qui sont complètement infaisables. Normalement. Tout ce que je vous dis, on est, je ne sais pas, 3000 médecins du travail, etc. Forcément que de temps en temps, vous pouvez tomber sur un médecin du travail qui ne fonctionnera pas tout à fait comme je vous dis. Hein. C'est d'une façon globale que je vous parle. D'accord.
Donc, justement, on parlait de l'adaptation temporaire. Le temps partiel thérapeutique, c'est quelque chose qui est très intéressant, notamment quand on est arrêté, qu'il va falloir reprendre le travail de façon allégée, ou si on a besoin de soins de demi-journées par semaine, que ça soit de façon temporaire ou après définitive, etc. Donc, il y a deux choses. Le médecin traitant, il va prescrire un arrêt maladie à temps partiel. Donc, c'est sur les mêmes feuilles d'arrêt maladie. Il n'y a pas besoin que la Sécu dise oui ou non avant. Par contre, elle peut y mettre fin à un moment donné, mais il n'y a pas besoin de l'accord préalable. Alors, attention, tout ce que je dis, c'est pour les gens qui sont affiliés CPAM. S'il y a des gens de la fonction publique, je suis navrée. Ça ne se passe pas pareil. Ça passe par le comité médical. C'est un petit peu plus long, sauf pour les temps partiels très courts. Mais ce n'est pas tout à fait le même système. Par contre, c'est prescrit par le médecin, pareil dans la fonction publique. Et l'avis du médecin du travail est un petit peu différent. Mais ça existe dans la fonction publique. Mais voilà, il y a quelques petites nuances. Donc, le médecin traitant prescrit l'arrêt et c'est le médecin du travail qui va déterminer le pourcentage de temps de travail et les conditions d'aménagement horaire, avec l'employeur aussi. Donc, il va falloir qu'on regarde l'état de santé. Il va falloir qu'on regarde aussi les possibilités de l'employeur en termes d'aménagement. Quand vous avez des gens qui travaillent en équipe, par exemple les gens qui sont en 2-8 ou les infirmières qui travaillent en 12 heures, on ne va pas pouvoir scinder en 6 heures parce que l'autre 6 heures, elle n'aura personne pour travailler. On va être obligé de faire du temps partiel sur des journées pleines, mais on en fera moins. C'est un exemple. Et donc, il va falloir qu'on regarde en fonction de l'état de santé ce qu'on pourra faire. Donc, l'idée, c'est diminuer son temps de travail en conservant un revenu via les indemnités journalières. Ça n'a qu'un temps, comme toute indemnité journalière, c'est-à-dire que quelqu'un qui est en arrêt maladie, hors affection longue durée, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a un arrêt maladie, il a une ouverture de droit jusqu'à 6 mois, et pour qu'il ait une ouverture de droit au-delà des 6 mois, il faut que le médecin conseille et statuer sur l'ouverture des droits au-delà des 6 mois d'arrêt. Donc, ça veut dire que le dossier est passé le médecin conseil a vu le dossier, n'a pas spécialement convoqué le salarié à chaque fois et a une ouverture de droit. Mais c'est 3 ans maximum de date à date, sauf si vous reprenez plus de 6 mois où ça repart sur 3 ans. Je ne vous fais pas tout le détail de la sécurité sociale, mais c'est des droits aux indemnités journalières. Docteur, docteur, je vous arrête. Juste avant, à propos de l'aménagement, on avait une question, l'aménagement de poste. Oui. C'est Sandrine qui nous demande que se passe-t-il en cas de refus par le salarié de l'aménagement de poste? Exemple, d'une personne à qui l'employeur a proposé un aménagement de poste sur un autre lieu que celui où le salarié travaille habituellement, et ce, à plusieurs kilomètres. Voilà son exemple. Est-ce que vous pouvez y répondre, du coup? Est-ce que le salarié a le droit de refuser? Alors, non. Non, c'est un peu compliqué. Il faut que l'employeur a des obligations aussi de proposer. Alors, ça dépend si on est dans le cadre d'un aménagement ou dans le cadre d'un reclassement pour inaptitude. Dans le cadre d'une demande d'aménagement, il n'y a pas eu d'inaptitude au poste. Dans le cadre d'une demande d'aménagement par le médecin du travail, je pense que le médecin du travail a donné des aménagements compatibles avec sa santé. Je ne suis pas sûre qu'il ait dit OK à plusieurs kilomètres, sauf si son état de santé le permet. Et non, le salarié peut pas refuser une demande d'aménagement par le médecin du travail. C'est très compliqué. Par contre, si on est dans le cadre d'une inaptitude et d'un reclassement sur un autre poste qui, pour le médecin du travail, est compatible, mais le salarié a le droit de refuser ce reclassement professionnel, par contre, si, pour X raisons, il ne correspond pas à ses attentes. Mais un aménagement, c'est un peu plus compliqué pour un salarié de le refuser. Et puis, ça se discute toujours parce que c'est rare qu'on donne des aménagements. Dans ces cas-là, c'est des allers-retours entre l'employeur et le médecin du travail pour voir si c'est compatible, mais normalement, il n'a pas le droit de le refuser. Ok. Voilà. Eh ben, on continue avec la pension d'invalidité. Voilà, parce que donc, on a vu le temps partiel thérapeutique, c'est quand la personne ne peut travailler pas à temps plein, mais sur un temps partiel. Et la pension d'invalidité est aussi une façon pour un salarié qui a des problèmes de santé, mais de façon plus pérenne et qui vont rester dans la chronicité, d'avoir un temps de travail diminué et une compensation de perte de salaire. Donc, la pension d'invalidité, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est donnée par le médecin conseil de la sécurité sociale. Ce n'est pas le médecin du travail. Le salarié peut en faire la demande pendant son arrêt de maladie ou en dehors de son arrêt maladie. Et là, le médecin conseil statuera de suite ou pas de suite, ça dépend. Mais aussi, un médecin conseil peut statuer sans demande préalable de l'assuré, par exemple parce qu'il est en fin de droit d'indemnité journalière ou qui
l'estime que l'évolution de l'état de santé du salarié n'évoluera plus, mais que par contre, il y a des séquelles qui le rendent finalement en capacité de gain pour travailler. Là, ce n'est que pour les salariés du privé. La pension d'invalidité n'existe pas dans la fonction publique. Ça, c'est sûr. Donc, l'avantage d'une pension d'invalidité, c'est que, par exemple, ça va permettre à un salarié de travailler à 60%, on va dire 70%, et d'avoir 30% payé par sa pension d'invalidité. Donc, il aura 100% de son salaire. Souvent, la prévoyance prend aussi un petit bout. Il y a différentes catégories d'invalidité pour le moment. Ils vont peut-être en train de le changer. On peut travailler sur toutes les catégories. La catégorie 1, mais on n'a que 30% de notre salaire. La catégorie 2, on peut quasiment avoir, on est à 50% de son salaire, plus toute la prévoyance. Donc, on a des personnes qui ne travaillent plus du tout et qui ont leur revenu. Ou on peut aussi travailler 40% de son temps de travail et avoir 60% d'invalidité qui tombe. Vous voyez, ça permet de continuer à travailler, mais avec un aménagement de temps de travail, de façon pérenne. Voilà. Parfait. Je vais me faire le maître du temps, docteur, mais allez, il faut qu'on se dépêche. Ça ouvre aussi des droits, quand même, c'est important, surtout en ce moment, à une retraite anticipée à taux plein. Ah, ça, très bien. Oui. Donc là, j'ai déjà parlé. Juste, il existe des dispositifs aussi pendant l'arrêt maladie. Je fais vite. Pendant l'arrêt maladie, vous avez le droit de faire des formations, des bilans de compétences et voir aussi votre conseiller en évolution professionnelle. C'est très important quand on est en arrêt de se mobiliser quand on voit qu'on aura des difficultés à reprendre. Donc, on peut faire ses soins tout en se mobilisant. Et on a le droit de faire des formations professionnelles. Il faut l'accord de la sécurité sociale. Donc, il faut aller voir son médecin du travail, puisque c'est lui qui mettra en route les demandes auprès de la sécurité sociale pour faire des formations pendant l'arrêt. Vous serez accompagné par le service social de la CARSAT. Valable aussi que pour les salariés du privé. Je suis navrée pour les gens de la fonction publique. Ça n'existe pas. On peut faire aussi des essais encadrés. C'est-à-dire que pendant l'arrêt maladie, on peut aller essayer un poste de travail, 14 jours maximum. Donc, on va essayer un poste de travail et voir si on peut reprendre, mais tout en étant sous couvert de l'arrêt maladie, ce qui nous permet d'adapter le poste et de, si ça ne marche pas, d'arrêter tout de suite, etc. Ça aussi, c'est le médecin du travail qui va être l'acteur de tout ça. Donc, l'intérêt de le voir pendant l'arrêt. Et après, il y a des contrats de rééducation professionnelle. Enfin, il y a plein de choses pendant l'arrêt maladie qui se préparent pour essayer un poste ou un autre, ou même changer de métier. Et ça se fait pendant. Mais si on vous voit au bout de 2 ans d'arrêt, c'est fichu, puisque comme je vous ai expliqué, il n'y a que 3 ans maximum d'indemnité journalière. Donc, il faut anticiper tout ça. J'en profite juste. Non, on n'était pas aussi pressé. Je vous ai vraiment pressé. Excusez-moi, docteur. On va pouvoir répondre aux questions de Marie-Agnès, par exemple, qui justement, vous avez parlé à un moment donné du salarié qui veut faire une formation pendant son arrêt. Il a le droit, mais il faut qu'il demande l'autorisation auprès du médecin conseil, je crois. Quelle est la différence entre le médecin conseil et le médecin du travail ? Alors, c'est pas du tout la même chose. Donc, le médecin conseil, c'est le médecin conseil de la sécurité sociale qui est là uniquement pour voir si l'arrêt est justifié au terme des indemnités journalières. En fait, le médecin conseil, c'est la sécurité sociale. Il va voir si le salarié a encore ou pas besoin d'indemnité journalière. Donc, ça n'a rien à voir avec le médecin du travail qui, lui, est là pour voir si la personne peut travailler au vu de son état de santé et apte à travailler ou pas. Et pour répondre à la question justement de la formation pendant l'arrêt et de tout ce qui se passe pendant l'arrêt maladie, l'employeur n'a pas son mot à dire. Il est informé, mais il n'a pas son mot à dire. C'est-à-dire que si le salarié fait une formation pendant l'arrêt, l'employeur va recevoir un courrier de la CPM disant qu'ils ont autorisé la formation pendant l'arrêt maladie. Ils ne diront pas laquelle c'est d'ailleurs. Et l'employeur n'a rien à dire sauf le fait d'être informé. En fait, il faut qu'il soit informé parce que ça veut dire que son salarié pendant l'arrêt maladie, s'il le voit se trimballer en voiture tous les 4 matins, forcément qu'il ne va pas être content. Donc, c'est pour ça qu'il est informé que c'est parce qu'il fait une formation pendant l'arrêt. En gros, c'est un peu ça. Parfait. On continue avec une question de PBPBR qui demande si apte avec réserve, l'employeur peut-il requérir au médecin du travail une mise en inaptitude ? Alors, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut transformer une aptitude avec des restrictions telles que finalement, elles ne sont pas comptées avec le poste ?
Alors ça aussi, c'est des discussions à avoir avec le médecin du travail. C'est par exemple, j'ai un manutentionnaire et que je le mets apte sans port de charge, je peux comprendre que l'employeur s'énerve un petit peu en disant: «Mais comment voulez-vous qu'un manutentionnaire soit apte sans port de charge?» Ouais. Donc là, il faut en effet revoir avec le médecin du travail, faire une étude de poste et se prononcer sur une inaptitude ou une aptitude. Voilà, les aptes avec réserve, il faut en effet requérir au médecin du travail, pas une mise en inaptitude, mais qui reformule puisque les restrictions ne sont pas possibles au vu du poste de travail. Donc l'employeur ne pouvant pas aménager, il faut que le médecin du travail se repositionne sur les recommandations qu'il faut faire. Parfait. On continue parce qu'il y a On a eu deux moments. beaucoup Oui, il y a oui, beaucoup de allez-y. questions. Il y avait Isabelle qui nous demandait: «Bonjour, peut-être une précision. Cap Emploi peut accompagner alors même que la personne est en attente de RQTH ou souhaite engager une démarche de reconnaissance?» Oui, hein, Oui, je peux y répondre moi aussi oui, là-dessus. oui. Oui, oui, il y a Tout pas de à souci. fait, Dès qu'il y a eu le récépissé, le dépôt de dossier, la Cap emploi, sachant qu'en plus maintenant vous pouvez le faire en ligne directement et que vous avez le récépissé de dépôt de dossier directement. Donc ça, c'est hyper intéressant. Oui, pas de problème. totalement. Dès qu'il y a une problématique de santé sur votre pour le maintien en poste, vous pouvez faire appel à Cap Mmh, Emploi. Qui mmh. fait la demande de RQTH? Le Le salarié, salarié? oui, uniquement. Parfait, Et merci pour sachant que la RQTH appartient au salarié et qu'un salarié RQTH n'est pas obligé de le dire à l'employeur s'il n'en a pas besoin, hein. C'est tout quelque à chose qui fait. est très, très, très personnel. Exactement. Encore une question de PBPBR qui dit: «Que se passe-t-il si l'employeur ne prend pas en compte les aménagements de poste requis par le médecin du travail et ne réintègre pas le salarié à son poste? Y Eh a-t-il ben, des c'est mesures l'inspection du travail qu'il coercitives?» faut saisir. Il faut saisir l'inspection du travail, ce n'est Ouais, pas ouais. normal. Non, exactement. Heu, Jean-Claude qui nous dit: «Alors, bonjour, alors pas de PMSMP possible pendant un arrêt de travail si c'est encadré?» Alors, PMSMP, c'est période de mise en situation en milieu professionnel. La PMSMP, elle est ouverte à la fois aux salariés en activité, à la fois aux salariés en arrêt de travail, à la fois aux salariés en recherche d'emploi. Tout à En fait. effet, sur un salarié en arrêt maladie, on va privilégier l'essai encadré, mais l'essai encadré n'a que 14 jours. L'avantage de la PMSMP, c'est que ça peut être plus long en essai. Par contre, c'est un petit peu plus compliqué à mettre en place. Mais oui, c'est possible. La PMSMP, c'est pas compliqué du tout, hein. Non, c'est pas On vient compliqué, mais voir souvent, on va plus s'en servir pour les salariés en recherche d'emploi, en fait. Voilà. oui, mais nous, Voilà. au sein du réseau EVA qui accompagnons les actifs occupés, donc les salariés, on peut mobiliser la PMSMP très facilement, hein, donc il y a pas de Voilà. souci. Allons vite parce que le temps file. Le médecin du travail peut-il aider le salarié qui n'est pas en état de reprendre et veut négocier une rupture conventionnelle pour lancer son activité de son domicile? Est-ce que Non, 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 hein, nous, vous on n'a intervenez pas pas? à intervenir sur la rupture conventionnelle. On ne va pas négocier avec l'employeur. On va lui dire peut-être: «Oui, vous avez raison parce que votre état de santé fait que c'est pas une bonne idée». Mais pour moi, c'est par exemple, si c'est pas une inaptitude, mais que vous avez ce projet pro, c'est un projet professionnel et non, on n'interviendra pas dans une rupture conventionnelle. Ouais. C'était Frédéric qui nous demandait, en CEP, on accompagne des personnes en arrêt dont une partie se dirige vers une inaptitude. On constate de grandes disparités de timing entre les différents services de santé au travail et les différents médecins. Pouvez-vous nous donner une idée du timing moyen pour cette démarche? Alors la démarche d'inaptitude? Alors en fait, Oui, elle est il y a non, c'est pas en fait, la timing est le même pour le même. C'est-à-dire que du moment qu'on met l'inaptitude, donc c'est avant des fois que ça peut prendre un peu de temps parce que si on a besoin d'examens complémentaires, d'informations complémentaires et cetera, ça peut prendre 1 mois, 2 mois, enfin, en fonction de l'aménagement. Par contre, du jour où on met la personne inapte, l'employeur a 1 mois pour chercher un poste de reclassement et en proposer ou pour licencier pour inaptitude. Au-delà de ce mois, jour pour jour, il doit reprendre le paiement du salaire du salarié. Donc ça, c'est juridique. Donc ça pourra pas, c'est pas un timing différent. Par contre, l'accompagnement, oui, elle va dépendre de la problématique de santé. Elle va répondre peut-être de la réactivité du médecin du travail. Je vous le cache pas, je suis navrée en fonction de sur qui on tombe. Elle va dépendre de l'état de santé lui-même. Est-ce qu'il évolue, est-ce qu'il évolue pas? Donc oui, avant l'inaptitude, ça peut être variable, mais pour plein de raisons différentes. parfait. Merci beaucoup. Il y a Valérie qui nous demande si faut-il nécessairement un risque d'inaptitude envisagé par le médecin du travail pour que le médecin conseil de la CPAM accepte une formation aux salariés en arrêt?
Oui, normalement oui, puisque les formations en arrêt, ce sont pour les personnes qui sont en risque d'inaptitude et surtout en risque d'inaptitude à leur emploi et leur métier avec nécessité d'une reconversion. Il y a toujours sur le formulaire l'avis du médecin du travail au poste actuel, à l'emploi actuel, au métier envisagé et à la formation envisagée. C'est une obligation et le médecin conseil s'en servira pour trancher. Parfait. Merci beaucoup, docteur Malin. Je crois que pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. Je vais pouvoir évoquer le conseil en évolution professionnelle qui est plus ma partie. Effectivement, vous pouvez continuer à poser quelques questions au docteur parce qu'il est avec nous, elle est avec nous jusqu'à 12h30. Mais toutefois, je voulais vous évoquer quand même le service du conseil en évolution professionnelle qui participe, qui est complémentaire à toutes ces actions de maintien en emploi, qui va intervenir en prévention quand le docteur Mallet a évoqué le fait que plus on s'y prend tôt, plus on choisit sa reconversion, mieux c'est, bien évidemment. Et puis moi qui rencontre des entreprises, j'ai pu rencontrer des fois des DRH qui me parlent de salariés pour qui ils savent qu'ils ne feront pas ce métier toute leur vie. Vous savez, la fameuse expression « je ne ferai pas ça toute ma vie ». Bon, très bien, mais il faut anticiper, ne pas attendre forcément l'inaptitude pour mettre en place des démarches de reconversion professionnelle. Donc, il y a pour cela le conseil en évolution professionnelle, qui est un service public, qui est donc gratuit. C'est la possibilité pour vous de faire un point sur votre situation professionnelle et, le cas échéant, bien évidemment, d'élaborer, de formaliser, de mettre en œuvre une stratégie qui vise l'évolution professionnelle et particulièrement si vous avez un risque de problématiques de santé sur votre poste de travail. Alors, comme le médecin du travail, nos CEP sont tenus par un secret professionnel et comme les médecins du travail, tout ce qui est échangé avec un conseiller en évolution professionnelle ne sera pas échangé avec qui que ce soit, sauf si vous le demandez, sauf si vous le motivez et que vous laissez vous donner une autorisation écrite au CEP pour qu'il puisse partager les informations échangées. Le conseiller en évolution professionnelle est bien sûr neutre vis-à-vis de vous, vis-à-vis de votre projet, vis-à-vis des organismes de formation. Il est là pour vous aider, il a toute l'expertise pour vous accompagner sur tout type de projet d'évolution professionnelle. Ça ne signifie pas qu'il vous orientera obligatoirement vers un dispositif de formation professionnelle ou de financement de la formation professionnelle, mais ça signifie qu'il va vous écouter et vous accompagner, vous suivre, vous conseiller en fonction de votre situation propre. Elles sont toutes singulières. Il est accessible, bien sûr, un peu partout et impartial. Il ne juge pas votre projet. Il est là vraiment, comme je le dis, je me répète, pour vous aider, quelles que soient vos situations et quels que soient vos projets. Même si vous n'en avez pas, vous pouvez venir rencontrer le conseiller et il va vous aider à travailler, à trouver, à élaborer un projet professionnel. Des fois, on me dit, mais moi, je ne sais pas quoi dire à l'entretien professionnel, je ne sais pas quoi dire au conseiller. Venez échanger avec lui, il va essayer de tirer des fils avec vous pour vous donner des idées. Nous sommes le réseau EVA et donc nous, on accompagne les salariés du secteur privé et les personnes indépendantes à leur compte, quelle que soit bien évidemment la nature du contrat de travail. À partir du moment où on a un contrat de travail, on peut venir rencontrer le réseau EVA, même si on est apprenti, même si on est intérimaire, intermittent. Par contre, si l'on est demandeur d'emploi, qu'on n'a pas de contrat de travail, dans ces cas-là, on est accompagné par Pôle emploi. Si l'on est salarié, mais qu'on a le statut cadre, on peut être accompagné par l'APEC. Si l'on est jeune de moins de 26 ans, demandeur d'emploi, on est forcément accompagné par le réseau des missions locales. Je dis forcément, ce n'est pas toujours le cas. Des fois, on est accompagné par Pôle emploi, mais en tout cas, si vous êtes demandeur d'emploi, quel que soit votre âge, vous êtes accompagné par l'un de ces deux réseaux. Et puis enfin, on a évoqué Cap emploi. Alors, Cap emploi, il y a quelques spécificités parce qu'on a inscrit sur cette slide que Cap emploi accompagnait les personnes en situation de handicap. Effectivement, mais il n'accompagne pas tous les salariés en situation de handicap. Ils n'ont pas vocation à accompagner tous les salariés en situation de handicap. Ils vont accompagner justement dans la situation que l'on a beaucoup évoquée avec le docteur Mallet, lorsque la problématique de santé, lorsque le handicap va avoir un impact sur le poste, qu'il faut aller évaluer l'aménagement de poste, le reclassement avec l'entreprise ou alors une reconversion professionnelle. C'est à partir de ce moment-là que Cap emploi intervient.
en amont si vous êtes en situation de handicap, mais que votre employeur peut-être n'est pas informé en tout cas, et puis que ce handicap n'a aucun impact sur votre poste, mais que vous souhaitez quand même évoquer votre parcours, votre évolution de carrière, eh ben, vous pouvez venir rencontrer le réseau EVA. Nos CEP sont dédiés dans ces cas-là. Nous accompagnons, comme on l'a déjà dit, mais je le répète parce que la répétition, c'est la pédagogie. Nous accompagnons les personnes en arrêt de travail. Et enfin, dernière catégorie, les personnes qui sont inscrites nulle part peuvent aussi être accompagnées par nos CEP. Voilà, on vient nous voir parce que, là, on l'a déjà beaucoup évoqué, on a une problématique de santé, mais on peut aussi venir nous voir pour toute autre raison, parce qu'on a envie d'évoluer, qu'on veut réfléchir à sa carrière professionnelle, qu'on veut peut-être développer des compétences, qu'on souhaite se reconvertir, qu'on souhaite rééquilibrer sa vie personnelle avec sa vie professionnelle, qu'on se pose des questions sur le sens au travail. Et ça, c'est tout à chacun, tout au long de sa carrière, on est amené à se poser des questions. C'est pas plus mal peut-être. Et le CEP est là pour vous aider, pour vous accompagner dans ce questionnement et peut-être vous aider à vous remobiliser sur votre poste. Peut-être qu'à un moment donné, on peut avoir des périodes de doute et on vient rencontrer son CEP pour se remobiliser, enlever ce doute ou alors, si ce doute persiste, peut-être envisager une recherche d'emploi, par exemple, un autre emploi ailleurs ou alors une reconversion professionnelle. On peut venir rencontrer son CEP, on évoquera la création d'entreprise, la reprise d'une entreprise, si tel est votre projet, bien évidemment. Ça me permet d'évoquer le fait que dans ce cadre-là, souvent, on va travailler avec des partenaires, avec des opérateurs de l'accompagnement et du financement de la création d'entreprise. Nos CEP ne sont pas tout seuls pour vous accompagner, ils vont pouvoir pêcher dans les ressources du territoire et vous permettre d'accéder à d'autres services. Donc souvent, nos CEP travaillent sur l'émergence du projet, sur l'adéquation entre la personne et son projet de création. Mais après, lorsqu'il faut faire une étude de marché, un business plan, un financement, là, ils orientent vers des spécialistes pour vous accompagner. On va bien sûr rencontrer son CEP parce qu'on veut faire valoir des compétences qu'on aurait pu acquérir tout au long de son expérience professionnelle et il faut les faire valoir par une certification, un diplôme, une qualification professionnelle. Voilà, bref, en gros, on vient voir son CEP parce qu'on envisage de la mobilité, qu'elle soit interne à son entreprise ou externe. Quelles que soient les raisons, vous pouvez venir rencontrer votre conseiller en évolution professionnelle. Je termine rapidement, puis après, on répondra aux dernières questions avec le docteur Mallet. Il est 12h25, on est encore dans le timing. Comment ça se passe le service? C'est simple, vous nous appelez, le numéro que je vais indiquer juste après, c'est un numéro qui n'est pas national, qui correspond aux régions où l'opérateur du CEP, ce sont les réseaux EVA. Il y a sur d'autres régions un autre opérateur qui s'appelle le groupement Évolution, mais on vous donnera le lien pour pouvoir avoir son numéro de téléphone. Bref, vous nous appelez, on vous prenez rendez-vous. Et pendant le premier niveau de conseil, vous voyez votre conseiller au moins 1h30 pour faire le point sur votre situation professionnelle et envisager toutes les démarches que vous pourriez envisager. Et si vous avez un plan d'action et si vous avez besoin de revenir voir votre conseiller, vous le rappelez et vous reprenez rendez-vous autant de fois que de besoin. Le conseiller s'adaptera au fil de vos situations professionnelles et des réflexions que vous avez. C'est à la carte, le CEP. Je vous disais qu'il y avait un numéro unique et non surtaxé pour les régions du réseau EVA. Les régions du réseau EVA, c'est la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie, PACA, Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est et Guadeloupe, c'est le 09 72 01 02 03. Si vous n'êtes pas dans l'une de ces régions que je viens de citer, ce n'est pas bien grave, hein, mais en tout cas, vous pouvez retrouver votre opérateur en allant sur le site mon-service-cep.fr. Non, je dis des bêtises. C'est pas là-dessus. C'est sur moncep.org que vous retrouverez l'opérateur si vous n'êtes pas dans l'une de ces régions. Excusez-nous, il y a une petite confusion de ma part. Du coup, on vous accueille en plus du lundi au samedi matin.
Pour en savoir plus sur la médecine du travail, on a mis des liens, mais vous n'allez pas pouvoir cliquer dessus. Mais si vous allez sur Service public, la médecine du travail, vous pouvez retrouver des informations sur les rôles, les missions des services de santé au travail, ce qu'a évoqué Dr Mallet. Enfin, Dr Mallet est médecin du travail à la HI 33, qui est d'ailleurs un gros service de santé au travail. Je crois que c'est le 7e de France. Et donc, du coup, bien sûr, ils opèrent sur la Gironde et particulièrement Bordeaux. Vous pouvez retrouver des informations si cela vous intéresse sur la HI 33. Allez, il nous reste quelques minutes pour répondre aux dernières questions. Docteur, si vous êtes toujours avec nous. Oui, je suis là. Alors, vous les avez vues, les nouvelles questions? Je suis un peu perdu. Ben, j'en ai pas tant que ça. Ah, je croyais pourtant. Il y avait PBPR qui dit ceci dans le but Non, de mais ça, c'est la suite de tout à Ah, l'heure. d'accord. Donc, on avait bon alors, on a répondu à toutes? Non, il y avait celle-là. L'employeur peut-il exiger du médecin du travail de requalifier un avis d'inaptitude pour pouvoir imposer un reclassement, déclassement, cas de problème de santé visible. Est-ce que vous arrivez à... Oui, c'est-à-dire qu'en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'un employeur, il peut rien exiger déjà du médecin du travail, d'une part, hein, on va se détendre. Voilà. Mais par contre, s'il dit, bah, moi, les restrictions que vous mettez, je suis incapable de les mettre en place pour telle ou telle raison, et pour moi, je ne peux pas adapter le poste tel que vous me le demandez, bah, il faudra bien que le médecin du travail se prononce sur l'avis finalement d'aptitude au poste, ou alors dans ces cas-là, d'inaptitude. Et en plus, ce qui peut être vrai, c'est que pour notamment les grosses entreprises, pour chercher un poste de reclassement, on la recherche au niveau du groupe, mais il faut qu'il y ait un avis d'inaptitude pour lancer un poste de reclassement. Mais voilà, donc en fait, il peut pas imposer, mais par contre, il peut dire, ben moi, les restrictions, je peux pas les mettre en place, donc revenir voir le poste de travail. Mais c'est vrai que c'est des conflits qu'il y a déjà, parce que des fois, on n'a pas envie d'aller sur l'inaptitude de nous, parce qu'on sait que ça peut conduire au licenciement, et notamment pour des gens qui sont à 2 ou 3 ans de la retraite, etc. On veut éviter. On peut être au cœur d'un conflit. Bah, il faut regarder quel est l'intérêt du salarié, l'intérêt de l'employeur, l'intérêt de tout le monde dans cette histoire. Quelles sont les conséquences de l'avis d'inaptitude? Est-ce qu'on peut pas faire un reclassement sans avis d'inaptitude? Voilà, tout ça, c'est des discussions que l'employeur doit avoir avec le médecin du travail. Parfait. Eh ben, merci beaucoup, docteur. Merci parce que vous nous avez beaucoup éclairé et j'en profite pour lire le dernier message de Cathy qui nous dit que c'était un éclairage si précis et complet sur les droits et dispositifs si peu connus des salariés. C'est vrai qu'en préambule, je disais qu'on connaissait tous la médecine du travail, mais qu'en fin de compte, à moins d'y être confronté, on ne maîtrise pas, on ne connaît pas vos services, on ne connaît pas toutes vos missions. Et vous nous avez permis d'être bien plus éclairés aujourd'hui. Donc, j'ai encore envie de vous remercier très chaleureusement, docteur Mallet. Mais merci à vous de m'avoir permis justement de pouvoir expliquer aux personnes qu'on n'est pas là que pour faire de la visite ou de l'inaptitude ou je sais pas quoi, mais c'est que voilà, on est vraiment là pour conseiller, pour accompagner et pour orienter. Et souvent, c'est un passage obligatoire, donc faut vraiment. Et puis là, s'il y a un truc à retenir, c'est la démarche d'anticipation, hein. C'est plus tôt vous venez vers nous, mieux on arrivera à vous accompagner dans toutes ces démarches-là. Exactement. Ça sera le mot de la fin. Merci encore, docteur Mallet. Et Merci puis, beaucoup. n'oubliez pas les lundis du CEP. Allez-y, regardez nos prochaines thématiques. Dans 15 jours, un nouveau lundi des CEP et comme ça, tous les lundis. Au revoir à tous. Merci à Revoir, Fiona, merci. Benjamin, Emmanuel. Bonne journée, bonne semaine à vous tous et au plaisir. Au revoir. Au revoir.